pour cette première mini-table ronde rapport sur technique et innovation. Et je vais inviter les trois intervenants suivants pendant que le film se prépare à me rejoindre sur la scène. Et j'appelle Guillaume Chartier, Pierre Pelletier et Isabelle Weber. Et on peut lancer le film. On fait un point sur les actions en faveur de l'économie des exploitations? Ok. Alors, tout d'abord, un constat. La situation économique des fermes françaises est dégradée et la situation des exploitations produisant des oléopros n'échappe pas à la règle. Entre rendement à la peine, prix de vente insuffisant et charges qui au global ne baissent pas, les résultats économiques se dégradent. Mais face à une telle situation, la FOP ne se résigne pas, non, et engage les actions pour protéger les exploitations et accroître leurs revenus. Action sur la gestion des risques pour rendre l'assurance plus efficiente, mais aussi action pour maintenir et augmenter les utilisations de nos productions avec pour objectif de booster les volumes et accompagner les prix de vente vers le haut avec par exemple les huiles engagées avec le sieur pour une meilleure valorisation de la production, de ces pratiques et une juste répartition de la valeur ajoutée. Mais aussi nos administrateurs à la manœuvre en région pour développer les utilisations en feed and food de nos productions nationales, en bioénergie avec l'appui au développement de l'oléosan, du biofuel et demain du biokérosène dans des démarches impliquant l'ensemble des acteurs de la filière et les démarches pour rémunérer les services environnementaux générés par l'agriculture. L'ensemble de ces actions sont dépendantes d'un environnement notamment réglementaire ou de marché des plus contraints et donc qu'une seule action ayant un résultat palpable pour un producteur est en fait l'aboutissement de démarches multiples qui peuvent paraître parfois très éloignées mais en fait complémentaires. Vous me suivez toujours là? Hein? Ouais, pas évident hein. Bon, même si tout cela tourne en fait autour de vous, je liste stratégie nationale bas carbone et feuille de route décarbonation, programme stratégique national d'application de la PAC, mesures fiscales, réglementaires, normatives, droit de l'environnement, projet de loi au long cours ou abrégé, autant de contraintes ou opportunités d'ordre national à gérer pour permettre l'émergence d'opportunités. Et l'Union européenne n'est pas en reste, nécessitant une activité de tous les instants pour contrer les dommages causés par le Green Deal, pour influencer sur l'évolution de la directive énergie renouvelable, ou encore pour que les règles sur la déforestation importée ne nuisent pas aux producteurs français, mais aussi pour suivre la mise en œuvre de la PAC réformée et permettre ses ajustements à la suite des mobilisations agricoles européennes, ou enfin pour que les importations de prétendues huiles usagées qui déferlent sur l'Europe soient enfin prises en compte et réellement combattues car frauduleuses. Mais nous allons y revenir. Nous allons y revenir tout de suite. Merci Guillaume Chartier, administrateur de la FOP, agriculteur dans l'Oise, Pierre Pelletier, administrateur de la FOP et agriculteur en Eure-et-Loire, et Isabelle Weber, vous êtes directrice des affaires réglementaires et de la durabilité chez CEPOL. Merci de votre présence ce matin pour aborder donc ces sujets dont on mesure à nouveau l'ampleur sur l'économie des exploitations agricoles et le revenu des producteurs. Une nouvelle fois, on constate, Guillaume, l'ampleur de la tâche à accomplir, la diversité, le nombre des dossiers qui sont à traiter. Vous avez une méthode à la FOP pour ça, pour traiter tous ces dossiers? Comment ça fonctionne? Alors bonjour à tous, bonjour Laurent. Effectivement, vu l'ampleur des dossiers que l'on doit travailler, je ne sais pas si on peut parler de méthode. C'est plutôt un état d'esprit positif qu'on essaye de développer à la FOP au sein de la filière, tel qu'on l'a fait depuis une quarantaine d'années où nos prédécesseurs ont déjà commencé il y a longtemps à imaginer l'avenir et à s'appuyer sur des problématiques pour trouver des opportunités. C'est vraiment l'état d'esprit qui compte et qui est là notre faire-valoir au niveau de la filière. Ok, l'état d'esprit, c'est la construction. Il y a d'autres voies d'action, il y a d'autres engagements, parce qu'au fond, on est là sur cette thématique, la force de l'engagement, le collectif, pour l'économie des exploitations, d'autres démarches qui sont engagées à la FOP? Alors, les démarches que l'on engage, elles sont à chaque fois avec en filigrane la création de valeur. Comment on peut faire pour ramener sur nos exploitations agricoles de la valeur? Comment on peut faire pour ramener tant en amont qu'en aval de la filière, de la production,
toujours remettre au cœur l'action du producteur, de la production, et maintenir de la valeur ajoutée sur cette production. D'un point de vue technique, on a vu toutes les briques qui ont été énumérées tout à l'heure par Gilles et au sein du pôle et différents intervenants. Pareil, de notre côté, c'est savoir comment, prenons l'exemple d'Oléosan, avec un débouché, comment on arrive à allier une contrainte, je dirais réglementaire, une contrainte technique, et comment on arrive à communiquer, à expliquer ce que l'on fait. Intéresser les gens, intéresser les producteurs à continuer la culture pour pérenniser un débouché à valeur. Ok, donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ouais, on a l'impression que l'ADN de la FOP, c'est de bâtir des solutions qui génèrent du revenu. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps en arrivant de voir dans le hall d'accueil, il y a des très belles photos qui sont présentes. Il y en a une, peut-être, sur laquelle on pourrait prendre exemple. J'ai vu qu'il y avait une image sur les huiles engagées. Pierre Pelletier, vous êtes donc agriculteur en Eure-et-Loire. Vous pouvez nous parler un peu de cette démarche des huiles engagées. Qu'est-ce que c'est qu'une huile engagée ? Oui, donc bonjour à tous. Donc les huiles engagées, c'est une démarche qui rassemble tous les acteurs de la filière, de l'amont à l'aval. Donc en premier lieu, il y a la FOP qui représente les producteurs, l'Institut technique, il y a aussi l'interprofession, les organismes stockeurs, COP et Négoce, partenaires du programme, et bien sûr le groupe Avril avec CEPOL qui triture les graines, et puis aussi évidemment le sieur. Ok. Et en pratique, terre à terre, terrain, ça fonctionne comment ? Donc pratiquement, en fin de compte, nous agriculteurs de la filière, on cultive du colza ou des tournesols en respectant un certain nombre de pratiques durables, et en contrepartie, on reçoit une meilleure rémunération de nos graines, et pour produire des huiles engagées. Donc pour cela, pour les pratiques, on choisit les pratiques qu'on veut mettre en œuvre. Et en fait, nous sommes conseillés avec notre conseiller OS, qui est suivi aussi avec Terre Innovia. Et en fait, on essaye, tout à l'heure, il y a eu le colza robuste qui a été cité. Et donc, avec nos conseillers, on essaye de faire un colza robuste qui fait appel à l'observation et à l'agronomie. D'accord. Et voilà. Ouais. Et encore une fois, peut-être concrètement, sur votre exploitation, qu'est-ce que ça représente ? Comment, au-delà de comment ça se passe, vraiment, qu'est-ce que ça représente pour vous, quoi, en tant qu'agriculteur, cette démarche huile engagée ? Oui. Par exemple, à titre personnel, moi j'en cultive 100 hectares de colza, dont une vingtaine engagés dans cette démarche. Ok. Et après, pour moi, c'est quand même un débouché important et pérenne. En fait, je fournis, moi ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis dans cette filière-là. Avant, ça s'appelait fleur de colza. Ouais. Et après, ça permet quand même d'avoir une meilleure rémunération de mes graines. Et en fait, on met en place des pratiques plus vertueuses de l'environnement. Comme par chez moi, je pratique le désherbage mécanique. Et tout cela, ça engage la filière à un changement climatique et ça permet de faire de la biodiversité. Très bien. Merci Pierre pour ce témoignage sur les huiles engagées, qui est une vraie démarche de création de valeur pour les producteurs, avec l'engagement de l'ensemble de la filière. On va encore parler d'huile. Le film évoquait une autre problématique d'huile, d'importation d'huile, entre autres. Et j'ai entendu parler de Yuko, d'huiles usagées. Isabelle Weber, vous êtes avec nous. Vous êtes directrice des affaires réglementaires et de la durabilité CEPOL. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur ce sujet-là des Yuko ? C'est quoi, peut-être d'abord, et c'est quoi le problème ? D'accord. Bonjour à tous. Alors les Yuko, c'est un acronyme en anglais comme on les aime tant. Ça veut dire Used Cooking Oil, sont les huiles de cuisson usagées.
Et globalement, le terme on emploie cet acronyme pour désigner tous les déchets qui viennent de la production des oléagineux, que ce soit des déchets des industries ou des huiles usagées pour divers usages. Aujourd'hui, la réglementation européenne favorise beaucoup la fabrication de biocarburants à partir de ces huiles usagées parce qu'il y a évidemment un côté vertueux à aller donner une seconde vie à des déchets et à leur permettre de devenir des biocarburants. Et la réglementation nationale et la réglementation européenne également leur donnent le double de leur valeur énergétique dans les ambitions effectivement d'incorporation d'énergie renouvelable dans les différents pays de l'Union européenne. Donc tout ça, c'est très bien et c'est quelque chose qu'il faut pousser et valoriser. Ce sont des matières qui sont quand même difficiles à collecter. Enfin, voilà, quand on doit aller faire le tour de tous les restaurants, et on ne parle pas d'une collecte chez les particuliers potentiellement, et qui nécessitent des traitements particuliers. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a une importation massive dans l'Union européenne, en fait, d'huiles usagées ou potentiellement de biocarburants fabriqués à partir de ces huiles usagées. Et on a vu depuis 7 ans, j'ai envie de dire que le volume des biocarburants issus de ces produits chinois ou asiatiques est multiplié par 7 en fait. Donc en 2023, pour vous donner une idée, on avait 2,9 millions de tonnes de biocarburants sur le territoire de l'Union européenne qui étaient en provenance d'Asie et en provenance, avec une source huile usagée. Au regard de ces volumes, en fait, la seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est qu'il y a de la fraude et qu'il n'y a pas que des huiles usagées. Et fort potentiellement, une grande partie en fait, de ces huiles usagées ne sont pas de l'huile usagée, mais de l'huile vierge et fort probablement de l'huile de palme, dont on sait et on connaît le caractère déforestant. Donc voilà, sous couvert de vouloir avoir une attitude vertueuse et d'encourager le réemploi des déchets, on se retrouve en fait à avoir des objectifs de décarbonation et d'incorporation d'énergie renouvelable qui sont remplis par de l'huile de palme en grande partie. Donc on n'atteint pas les objectifs seulement en apparence et on se retrouve avec cet afflux massif. Et ça vient donc remplir les mandats des États membres, en premier lieu celui de l'Allemagne, où c'est un mandat en réduction de gaz à effet de serre, et en fait ces déchets ont des très bons niveaux de réduction de gaz à effet de serre, parce qu'en fait ils arrivent autour de 90% de réduction de gaz à effet de serre par rapport au gazole, parce que voilà, c'est leur nature même qui font qu'ils sont peu émissifs, donc ils prennent beaucoup de place parce qu'ils comptent double, et en plus ils ont des très bons niveaux de gaz à effet de serre, donc ils viennent saturer les marchés. Et ils prennent la place d'autres produits de production nationale. Donc déjà, on se retrouve avec des produits importés. Donc en termes de souveraineté énergétique, on n'est vraiment pas au top. Et de surcroît, ça vient en fait prendre la place d'autres, et notamment des biocarburants issus de cultures effectivement agricoles, sur lesquels on encourage les réductions de gaz à effet de serre. Et voilà, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle la prime bas carbone, qui vise à mieux rémunérer les graines qui proviennent d'exploitation ou des pratiques d'agriculture régénératrice sont utilisées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour stocker du carbone dans le sol. Et pour juste vous donner une idée, la prime bas GES entre fin 2022 et aujourd'hui, elle a été divisée par 3, et une grande partie de cette cause, c'est l'importation en provenance d'Asie. Ok, on voit bien le problème, importation illégale, en infraction de la réglementation, avec une réglementation qui a un bon esprit, qui serait favorable, mais quand on importe des huiles, effectivement, en changeant la nature, vous ne l'avez pas dit, mais j'imagine qu'en plus, non seulement ça plombe les marchés en volume, mais qu'en prix, et oui, on voit une dégringolade des prix, effectivement. Vous faites quoi, du coup, chez CEPOL en termes d'action pour faire face à ça? Ouais. Alors c'est un sujet sur lequel on travaille depuis des mois et des années, et on travaille en collaboration avec la FOP, bien évidemment. Vous dites depuis des mois et des années, ça fait 7 ans, si j'ai bien compris? Alors c'est venu progressivement, mais j'ai envie de vous dire que ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur le sujet, qu'on interpelle effectivement les autorités françaises et aussi la Commission européenne, parce que cette problématique, elle est liée en fait à la réglementation européenne aujourd'hui. Et en fait, ce qui fait défaut, et aujourd'hui c'est très clair, c'est le défaut de contrôle dans les États tiers en fait. Aujourd'hui, quand vous fabriquez des biocarburants sur le marché français ou en Allemagne, vous avez des contrôles, vous êtes audité chaque année, on vérifie la traçabilité de vos produits, enfin, tout ce qui est censé être fait. En Chine, on sait qu'il y a des auditeurs qui valident en fait sans même pouvoir rentrer dans les usines, et donc donnent des certificats de durabilité sans même
avoir fait l'effort d'aller regarder d'où venait la matière première, comment elle était traitée et quelles étaient les réductions de gaz à effet de serre associées. Donc on a une vraie différence de traitement et je pense que c'est un peu la problématique qui revient ici sous cette forme de déchets liée au monde des biocarburants. Mais en fait, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est juste qu'il y ait un traitement équivalent entre ce qui se passe dans l'Union européenne et les contrôles qu'on peut avoir dans l'Union européenne et celles qui devraient avoir lieu dans les États tiers, mais qui, en pratique, n'ont pas lieu. Aujourd'hui, la fraude, elle est sur les huiles usagées chinoises. Peut-être que demain, ça pourrait être sur d'autres matières premières. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qu'il faut traiter en profondeur et pas traiter ponctuellement. Donc voilà, nous on interpelle, et la FOP le fait, je sais que Benjamin le fait très régulièrement. Moi, je suis aussi présidente d'Estéri France et à chaque fois qu'on peut, on interpelle effectivement les autorités au niveau de Premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Énergie. On a aussi des actions au niveau européen via l'Association européenne des producteurs de biodiesel, le BB, ou pareil, interpellation de la Commission à maintes reprises, courrier à tous les échelons de l'administration. Et je sais que le COPA agit aussi dans ce sens-là. Et pour l'instant, rien ne bouge comme on voudrait. Alors, juste pour vous donner un peu, parce que des actions, il y en a eu beaucoup, et même des États membres, en fait. L'Allemagne a porté plainte l'année dernière, parce que c'est sur le marché allemand que ça se cristallise particulièrement, et après, ça fait des ricochets dans tous les États membres de l'Union européenne. Et puis, la France, les Pays-Bas, l'Irlande ont écrit à la Commission européenne pour lui demander de prendre des mesures. Alors, il y a eu aussi une action qui a été mise en place côté Entraide, en fait, une action anti-dumping initiée par le BB parce qu'en plus de rentrer massivement dans l'Union européenne, il rentre à bas prix, à un prix qui est plus bas que ce qu'il serait sur le marché national s'il y avait vraiment un marché en Chine. Et donc on a réussi à avoir effectivement des droits additionnels à l'importation, mais ce n'est pas suffisant parce que le problème à traiter, c'est vraiment celui de la fraude en fait. Et c'est celui-ci sur lequel il faut que la Commission se mobilise. Alors après, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles la Commission n'y va pas. Des raisons de surcharge, des raisons politiques aussi, de ne pas se froisser avec la Chine. Mais là, on arrive à un point où c'est juste plus possible. Donc, la Commission européenne a enfin annoncé la mise en place d'un groupe de travail sur le sujet. Côté de l'EBB, on est prêt. On a déjà fait une liste de toutes les mesures qu'on souhaiterait voir modifiées dans la réglementation pour renforcer le pouvoir de contrôle des États membres dans les États tiers. Et c'est censé se mettre en place très bientôt. D'accord. Donc c'est là votre objectif, c'est des moyens de contrôle dans les États tiers sur ces huiles. Exactement. Et après, on aimerait bien que les autorités nationales aient aussi parfois le courage de protéger un peu leur marché. Par exemple, l'Italie a interdit le double comptage pour les produits qui n'étaient pas fabriqués sur le territoire de l'Union européenne. Si la France pouvait prendre le même pas, ça nous aiderait. L'Allemagne aussi. Et après, effectivement, qu'on ait des mesures de contrôle qui soient réelles et que si la traçabilité n'est pas présente, si les contrôleurs n'ont pas accès aux usines dans les États tiers, alors on ne délivre pas de certificat de durabilité. C'est vraiment ça qu'on voudrait. Et si la Commission européenne n'agit pas rapidement, on réfléchira potentiellement à aller sur des voies judiciaires pour la pousser à agir. Voilà où on en est. Merci Isabelle pour cet éclairage sur ce dossier qui est relativement, en tout cas, il n'est pas médiatisé. Ça, c'est le moins qu'on, je crois. On a quand même fait un peu de communication. Si, ça fait partie des choses qu'on a fait avec la FOP, Estéri France, avril aussi. Il y a eu plusieurs articles. Je sais que on prend le sujet, il sort dans la presse. Les associations aussi de protection de l'environnement s'en émeuvent. Mais pour l'instant, on n'a pas les résultats qu'on veut. Mais on ne lâche pas et on va continuer jusqu'à arriver à quelque chose. Oui, on mesure en tout cas qu'effectivement c'est un dossier qui a un impact lourd sur le marché et donc qui mérite évidemment d'être travaillé comme vous le faites, vous venez de nous le démontrer. Quelques questions, je pense qu'elle est pour vous, Pierre Pelletier. Pourriez-vous donner une fourchette de rémunération supplémentaire donnée par tonne de semences de colza aux agriculteurs dans le cadre de la filière huile engagée? Une fourchette de rémunération supplémentaire. Qu'est-ce que ça rapporte, les huiles engagées? Ça rapporte. En gros, suivant les pratiques agricoles qu'on fait, en fait, ça va d'une fourchette entre 10 et 23 € tonne. Voilà. Suivant les pratiques qu'on fait. D'accord. Et après, il y a quand même l'accompagnement. De rémunération supplémentaire? Oui, de la tonne de colza. De la tonne de colza, pas de rémunération supplémentaire. Ok.
Une Ouais, deuxième si- question. Si Oui, je peux me permettre, Guillaume. pour compléter, il faut regarder effectivement du côté du prix qui fait le revenu, mais aussi de l'accompagnement et de la démarche qui est entreprise par l'agriculteur. Il y a tout le côté agronomique, tout le côté suivi qui, même si toutes les parcelles ne sont pas menées, je dirais valorisées avec les huiles engagées, toute l'expertise qu'acquiert l'agriculteur en rentrant dans cette démarche permet aussi d'élever et de remonter un petit peu la capacité de production et donc d'améliorer globalement sur la sol colza la situation. Très bien. Une deuxième question sur la vente sur le site Oléose, qui reste fermé. Quelle est l'explication? Je pense que voilà, j'ai parlé de cette problématique effectivement de Yuko qui venait en fait prendre la place du marché Oléons, on peut le dire comme ça. Alors après, pour moi, elle est plus fermée et la prime a un petit peu remonté, mais elle reste quand même assez basse aujourd'hui. Mais on espère qu'on va pouvoir arriver à débloquer la situation. Ok. Donc je vous rappelle que pour poser des questions, vous avez le QR code, hein, n'hésitez pas, abusez-en autant que vous le souhaitez. On essaiera de poser le maximum de questions. Troisième question, comment concilier un prix plus rémunérateur pour les agriculteurs, pour leurs engagements durables, face au souhait des Français de ne pas payer plus cher leur alimentation? Injonction contradictoire. Comment ça se travaille, ça? Alors comment ça se travaille? Ça se travaille déjà au niveau de... je préside un groupe de travail chez Terre Univia qui travaille depuis 2 ans et demi sur les paiements pour services environnementaux. Alors c'est une piste de travail qui est censée, si ça aboutit, si on sort du concept et qu'on arrive dans le concret, à aller chercher de la valeur ajoutée en dehors du monde agricole pour rémunérer l'agriculteur pour ses pratiques. Le paiement pour service environnemental, aujourd'hui, pour moi, au niveau du travail du groupe aujourd'hui, c'est bien les co-bénéfices, c'est autre chose que le carbone, c'est autre chose que les pratiques que l'on a déjà, mais sur lesquelles, depuis des décennies, nous travaillons, nous, le monde agricole, pour entretenir les paysages et entretenir la biodiversité, et qui n'est pas valorisé d'un point de vue financier. Donc aujourd'hui, grâce au fonds du FASO, le fonds de recherche de la filière, on est en train de travailler sur une étude sur les déclenchements pour les financeurs, les CLEM, savoir sur l'histoire qu'il va falloir leur raconter pour qu'ils viennent s'associer au travail des exploitants agricoles. Et ça revient à ramener du revenu sur l'exploitation agricole, sur le colza. C'est colza, pois, protéagineux, on reste sur notre trame, mais aujourd'hui, on regarde le système d'exploitation global. On ne va pas être sur ce sujet-là uniquement sur la filière oléoprotéagineuse. On est bien au service de l'exploitation agricole et à l'assolement de l'exploitation. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu complètement, mais pour partie, en tous les cas, voilà une approche que l'on peut avoir au sein de la filière. Ok. Une autre question, certains outils, on reparle d'Oléose, ont été mis en place. Or, les agriculteurs sont perdus car les revenus sont aléatoires. Question, où va l'argent? Où va l'argent? Alors, je garde le micro pendant que je l'ai. Où va l'argent? À chaque fois, et depuis 40 ans, hein, c'est ce qui a fait la force de notre filière, on a été créateur de valeur ajoutée, avec toujours en filigrane, redescendre la valeur ajoutée sur l'exploitation agricole. Le ruissellement, c'est important au niveau financier. Le marché d'Oléose, les primes, elles sont déconnectées du marché de la graine. On est bien sur un marché parallèle de valorisation. Vous avez compris au travers les propos et la présentation d'Isabelle qu'on est concurrencé par les Yuko, donc par des importations. Si l'Europe décidait de n'appliquer cette règle qu'à l'Europe et aux produits originaires d'Europe, ça redonnerait tout de suite un bol d'air au niveau du marché. C'est pas ça, quelques dizaines d'euros, c'est peut-être beaucoup plus en fait de valeur ajoutée que l'on a perdu ces dernières années. Merci Guillaume Chartier. On arrive au terme de cette deuxième séquence rapport d'activité hein, sur le sujet économie, revenus. Un petit mot de conclusion, Guillaume? Ouais, parce que
Le petit bout de conclusion, il est, comme notre méthode, notre ADN, il est positif. Il est de dire, à chaque fois que l'on veut nous mettre des bâtons dans les roues, du réglementaire en plus ou autre, eh ben on va s'appuyer dessus, on va travailler, alors déjà éviter et réduire ces impacts, mais on ne va pas compenser, on va essayer dessus de créer de la valeur ajoutée. Notamment, et Isabelle l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir aller sur du juridique. Demain, avec Benjamin et Stéphanie, nous allons à l'EOA, l'association européenne de producteurs d'oléoprotéagineux. Vendredi, nous serons au COPA. On va essayer de trouver une ligne et le consensus pour que l'ensemble des pays européens, alors en colza c'est essentiellement France, Allemagne, Pologne, mais qu'on trouve aussi un accord, une ligne commune à défendre avec l'ensemble des pays, de façon à pouvoir déposer notamment un recours en carence auprès de l'Union européenne, de façon à faire avancer les choses. Le juridique, on peut s'appuyer dessus aussi. Il n'y a pas que les ONG qui veulent nous taper dessus qui doivent utiliser ce levier. Nous aussi, parfois, on intervient au niveau juridique pour pouvoir faire avancer les choses. Là, l'Europe n'a pas répondu à toutes les mesures qui étaient mises en place. Et ben, on va aller un peu plus loin et on va y aller en formalisant les choses. Merci Donc, Guillaume. Voilà, on reste sur nos 40 ans de construction et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à construire, des pages blanches à écrire. La valeur ajoutée, elle existe et elle existera encore demain. Merci Guillaume Chartier, merci Isabelle Weber et Pierre Pelletier. On peut les remercier et les applaudir.